Bonsoir mes chers, petite incursion pour ceux qui me suivent dans mon aventure hiking. Ce soir, j'aurais vraiment aimé vous parler de ce livre que j'ai évoqué dans la bibliographie sur Jung et le hiking de Nathalie Pilar. Alors vous verrez, j'ai photographié aussi le dos, j'espère que c'est dans la caméra. Le texte est très instructif au dos, c'est pour ça que j'essaie de l'approcher et de vous le partager. Et j'aimerais simplement évoquer 2-3 notions qui expliquent la création de ce jeu, Anacarte, relié au hiking, et la manière dont j'ai vraiment imaginé en fait la connexion entre ces deux mondes symboliques qui parlent de la même chose, de nos archétypes, et essayer de trouver cette connexion d'une manière intuitive m'a donné la révélation ou alors la confirmation à travers les écrits de Jung. J'étais en train de lire sa biographie et dans la librairie qui vend mes jeux, d'ailleurs la librairie Cadence à Lyon, si jamais vous passez par Lyon 5, j'ai découvert ce bouquin qui m'a passionnée. Alors, ce que j'aimerais déjà vous faire comprendre par rapport au hiking, c'est que le premier postulat de toute cette histoire-là de symboles et de jeux, c'est quels événements aiment à se produire ensemble. C'est ça l'idée, en fin de compte, le sens premier. Nous allons regarder quels sont les événements qui aiment à se produire ensemble. En fin de compte, le sens de ces événements est supérieur à la finalité. Ce qui est intéressant, c'est le sens que ça va donner au moment même. C'est pas le pourquoi nous les cherchons, mais ce que ça va nous révéler au moment où ces sens, ces symboles nous apparaissent. Et ce sens, ce moment précis, c'est ce que Jung appelle le kairos, le moment favorable qui crée la synchronicité. Moi je parle aussi de sérendipité, la capacité à trouver une chose alors qu'on en cherchait une autre, mais en fin de compte, au bon endroit, au bon moment, quelque chose se révèle. Et se révèle non pas à cause de l'intelligence rationnelle, le logos, l'intellect, qui est Yang, l'analyse, mais il est associé à ce qu'on appelle le métis, qui est l'intelligence sensible, liée au yin et évidemment à l'intuition. C'est pourquoi il est quand même important de préciser que tout ce système de lecture, il n'est pas divinatoire. Aucun intérêt d'aller chercher à entendre des réponses de l'ordre de la spéculation de je ne sais quel esprit venu d'ailleurs. Ce qui est quand même intéressant, c'est de l'imaginer comme un accès à votre champ de possibles, une évaluation rigoureuse de tous les possibles qui composent votre champ, et quelque chose en vous, grâce à ces symboles, va aller mettre le doigt sur une direction particulière. Tout à coup, une couleur va vous rappeler un endroit où va vous emmener, une plume va vous rappeler un symbole qui va vous ramener à autre chose. Et ce moment absolu de synchronicité entre votre intuition qui a attrapé quelque chose et le signe, l'archétype qui traverse votre vie peut donner sens. Voilà. C'est ce qu'on appelle, en tout cas, la globalité, c'est ce qu'on appelle le monde de l'herméneutique. Et vous savez à quel point j'aime les mots et leur prononciation et leur douceur. L'herméneutique, c'est ce que nous faisons en permanence dès que nous nous relions à tous nos symboles personnels. C'est l'interprétation, le décodage des symboles. Et voilà ce que nous faisons en permanence, même si le mot a l'air extrêmement complexe, la réalité, elle est simple et quotidienne. Et nous étudions, en fin de compte, tous ces systèmes symboliques, non pas avec le logos et notre intelligence intellectuelle, mais avec la pénétration intuitive. Nous allons faire un tirage qui est la probabilité, la réponse en image de la probabilité la plus évidente de ce que vers quoi tout notre être, notre énergie, notre sensibilité nous emmène. C'est un révélateur profond de l'état de conscience. Voilà comment je pourrais définir la corrélation, en fin de compte, entre mon petit outil ludique et comment il vient se glisser dans cette vision absolument ultime du monde. Alors,
Je ne vais pas vous détailler évidemment toutes les complexités de ce livre. Ce que je souhaite simplement, c'est vous parler des grandes idées de Jung, et j'en ai encore pour quelques minutes si ça vous intéresse, et particulièrement en ce qui concerne ce que Jung appelle le principe d'énianthrodomie. Le principe d'énianthrodomie, c'est... on l'associe à l'idée de courir en sens contraire. Vous voyez, c'est étrange, mais en fin de compte, c'est exactement la définition de la loi du Tao. Tout ce qui existe évolue en son contraire, en sans arrêt cette petite touche de blanc dans le fond noir et qui a été enlevée au fond noir et qui réapparaît donc dans le fond blanc en petites touches de noir, elle est vouée à grossir. C'est pour ça que dans les hexagrammes, quand je vous en parlais, que je vous disais que quand ils sont masculins, vous voyez, c'est étonnant, quand ils sont masculins, j'espère qu'on voit ma main, eh bien, le trait continue, mais ici, par exemple, il n'y en a que un et il y a deux féminins, et pourtant, ce pakwa-là est masculin, parce qu'en fin de compte, ce qui compte, c'est le petit point de l'autre couleur qui s'instaure et qui dit attention, mouvement, mutation. Le I Ching, c'est vraiment le livre des mutations et du changement. Il fait partie des 5 classiques qu'on appelle les Qing, les classiques, le classique des classiques, c'est le I Ching, le livre du changement. Après, il y aura, vous pourrez chercher dans la sinologie, c'est très beau, c'est très poétique, mais leurs 5 classiques, leur Bible absolue, c'est le I Ching, c'est le classique des rites qu'on appelle le Li Qi, le classique des poésies qu'on appelle le Chöking, pardon pour mon accent, les annales de la Chine, l'historique qui s'appelle le Chuqing, et les annales de la principauté de Chuen ou de Tsu, qui est la principauté originelle, voilà, de construction de toute cette identité. Et ces 5 livres ont donné la base de leur construction symbolique. Voilà la résultante en quelques traits, en 6 traits, voire en 2, en 2. Hein, c'est vraiment, on est à l'origine, on est là exactement dans la loi du Tao, du Yin et du Yang qui sont voués à n'exister que par leur mise en relation. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc cette énantiodromie, c'est-à-dire cette force, et par exemple yin inconsciente qui croît quand elle est au fond du yang, et cette force yang qui pousse pour donner de la lumière dans ce yin et faire exister au monde, et bien ce principe de mutation, de ce qu'on appelle chez Jung la circumambulation, entre autres, je reviendrai sur ce thème qui me tient vraiment à cœur parce que c'est le centre de tout mandala. Donc, pour revenir à cette circulation, elle parle de l'idée que l'intuition va pouvoir sentir ce moment de rapport entre le yin et le yang. Comme un autre langage, tout à coup, c'est une photo sur notre rapport à notre mouvement interne. Voilà ce que j'avais envie de vous dire par rapport à ce mouvement très important. Si vous êtes encore avec moi, peut-être qu'on peut évoquer simplement la notion des archétypes, la notion des archétypes qui appartient à la sphère de l'inconscient collectif, qui est notre richesse commune à toute la pensée humaine. L'archétype, c'est vraiment une image symbolique commune au monde. Après, la forme de l'archétype, et c'est pour ça que ce jeu anacarte est coloriable et prend des formes multiples. La forme, c'est la clé, c'est le mode d'entrée en fait à l'archétype. La forme du symbole, comme je pourrais dire que toute religion est une clé d'entrée choisie à l'archétype de qu'est-ce que c'est que le monde, la création du monde. Donc c'est un dialogue symbolique avec les archétypes. Et dans ce dialogue symbolique, il y a 2 notions importantes. Il y a la notion de rythme, de moi, mon individuation et comment je progresse. Et comment, dans ce rythme, mon inconscient est dévoré par mon conscient, se relie à mon inconscient et que tous deux vont pactiser
pour créer des connaissances, des compréhensions, des développements, des visions communes, inconscient, conscient, un vrai mode relationnel. Et pour ça, on ne peut pas passer par l'ego. Et l'ego n'a pas de langage symbolique, l'ego a le langage, notre langage. En fait, dès qu'on passe dans le langage symbolique, on peut s'adresser à l'âme et non pas à l'ego. L'ego va se perdre en fait dans des images symboliques. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle les icônes, c'est ce qu'on appelle les croyances, parce qu'il va vouloir formaliser tellement cette foi qu'il va plus aimer la forme que l'idée. L'idée échappe. Dans l'ego, la forme domine l'idée. Dans l'âme, l'idée est la quintessence absolue de l'existence. C'est notre idée, c'est notre projet, c'est notre vision qui fait de nous des êtres vivants. Je m'arrête ici parce que je voulais, c'est un peu long, je vous prendrai le temps d'une deuxième partie pour vous parler du principe de synchronicité et vous parler particulièrement aussi du rapport que Jung définit dans le contre-transfert. C'est très important pour moi parce que c'est aussi le rapport qu'on entretient forcément avec la personne avec qui on entre en relation. À quoi sert le contre-transfert? Ce sera la deuxième partie de cette étude née de Nathalie Pilar que je remercie. Au plaisir de vous retrouver.